Alors, on va enchaîner sur une nouvelle conférence. Cette fois-ci, on va parler de l'industrie du luxe et surtout du service. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui essayent de s'inspirer de l'expérience client et du luxe. Alors, on va voir certainement aujourd'hui comment on peut s'en inspirer, qu'est-ce qui fait la différence dans le service, dans le luxe. Et donc, on va voir ça avec Tatiana de Bourguédon, qui est fondatrice et consultante chez Retail Advice, et Alexandre Defache de la Tour, qui est directeur retail de chez Baccarat. On vous laisse échanger une trentaine de minutes, et puis après on se garde les 10 dernières minutes pour des questions du public que j'ai pour ceux qui sont à distance et les miennes. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour Alexandre, je suis très heureuse de échanger avec toi cet après-midi sur cette thématique passionnante du service dans l'industrie du luxe. Je te propose, avant de rentrer plus en détail dans le sujet, que tu me redonnes quelques key facts sur la maison Baccarat que évidemment tout le monde connaît. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Baccarat, moi je suis chez Baccarat que depuis quelques mois. Effectivement, tout le monde connaît cette maison qui a un fort héritage, mais qui date de 1764. Nous fêtons nos 260 ans l'an prochain. Donc il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont cette énergie encore aujourd'hui sur ce secteur-là, d'art de la table, art de vivre. Et voilà, Baccarat, c'est un magnifique siège social à Paris, place des États-Unis. Et c'est surtout une manufacture historique qui était dans la ville de Baccarat, près de Nancy. Baccarat en France a à peu près combien de boutiques en présence retail? Alors moi, je suis en charge de l'Europe. On a une vingtaine de boutiques, dont 7 boutiques vraiment en propre, et la distribution après se fait en grand magasin, et avec quelques revendeurs qui sont entre retail et wholesale. Très bien, merci. Alors, le service dans l'industrie du luxe, c'est une thématique qui peut sembler assez généraliste, assez redondante. On a beaucoup écrit et parlé sur le service de l'industrie du luxe, mais pour autant, ça reste dramatiquement d'actualité et en constante évolution. Le luxe et le service, c'est un peu comme un couple où les deux parties sont vraiment indissociables. C'est vrai que s'il y a bien un secteur dans lequel le service est le plus important, c'est bien l'industrie du luxe, secteur dans lequel les clients changent, ont des nouvelles attentes. Justement, vous, chez Baccarat, comment vous avez pris en compte ces nouvelles attentes des clients dans le service client, justement? Vaste question, parce que le luxe, c'est tellement le mot à la mode sur plein de choses. Et quand on demande quelles sont les valeurs du luxe pour des nouveaux collaborateurs, assez souvent on parle de la qualité des produits. Et, alors nous, on pourrait se prévaloir d'être une maison de luxe sur la qualité des produits, ça, il n'y a pas de discussion. Après, il y a d'autres sujets où on peut mettre le curseur probablement plus haut. Nous, alors ce qui n'est pas nouveau, c'est que, enfin, ce qui est nouveau pour les clients, c'est qu'ils sont en surcommunication de plein de choses. Toujours une attente assez express d'avoir des choses. Mais nous, on s'inscrit plutôt parce que je pense qu'on répond à toutes les nécessités, à tous les services des maisons de luxe. Pour autant, nous, on essaie de passer tout en mode projet de quelque chose, en fait. C'est des projets de vie pour certains, donc il faut les accompagner dans des réflexions. On essaie de minimiser, on en parlera tout à l'heure, l'aspect boutique. En fait, quand ils viennent chez nous, ils viennent avec une partie de leur vie et de projets de faire plaisir, de projets de se faire plaisir. Et on a des projets qui peuvent durer des mois et des années avant que ça soit réel, en fait. Donc là, on n'est pas dans le daily business de venir chercher. Alors, on peut bien sûr venir chercher des verres chez nous, etc. Mais on fait beaucoup de décoration, de barware. On essaie de rentrer chez les gens un peu par toutes les portes, toutes les fenêtres. Mais la notion de projet chez nous est importante, en fait.
Quand tu parlais justement des clients qui sont surinformés, etc., ça renvoie évidemment à la notion de la traçabilité, qui est une question dans laquelle les clients veulent avoir plus d'informations. Est-ce que là aussi, justement, c'est une question à laquelle vous êtes à même de pouvoir répondre? On a des outils un peu comme tout le monde de CRM. Après, on n'envoie pas des newsletters tous les vendredis soirs à 18h ou samedi matin tôt. Quasiment pas de promotion, même s'il y a eu un cycle à un moment donné où quelques maisons, même de luxe, ont dû faire un peu d'action commerciale. Nous, on est reparti sur quelque chose de très... un produit Baccarat, c'est un produit unique, donc il n'y a pas de raison qu'il soit remisé ou quoi que ce soit. On essaie de communiquer en ciblant vraiment, vraiment très bien nos clients. Chaque directeur de boutique, en tout cas pour l'Europe, mais j'imagine pas que ce soit autrement dans le reste du monde, connaît parfaitement ces super VIP, enfin on peut les appeler un peu comme on veut. Et en fait, nous, on prend contact avec eux pas pour leur vendre quelque chose de matériel, mais avant tout de quelque chose on parle beaucoup d'expérience en ce moment, mais chez Baccarat, c'est vraiment la stratégie. Venir chez nous, c'est passer un moment en particulier. On peut cibler pas mal de choses et répondre à leurs demandes. Bien sûr, on a des rendez-vous commerciaux avec des sorties de nouvelles collections, mais on profite de chaque sortie d'un événement, quel qu'il soit. Sur les 260 ans, on va forcément rebondir sur plein de choses, mais pour parler des 260 ans de la marque, de tout cet héritage, ce savoir-faire, la notion de commerce vient finalement emballer tout ça. Très bien. Il y a aussi effectivement tous ces clients qui sont à la recherche d'une hyper personnalisation de leurs produits, qui est une grande tendance d'ailleurs qui touche pas uniquement le luxe, qui touche beaucoup de secteurs. Comment vous répondez à cette demande des clients qui peut arriver également chez Baccarat? On a certains clients qui n'ont pas de limite de moyens. Et quand ils se font fabriquer des palais ou des appartements sublimes, en fait, nous, on a un catalogue de produits qui existe, mais tout est un peu... on peut adapter aux besoins. Et là, en ce moment, on travaille sur une cliente américaine qui... nos lustres sont un peu trop hauts pour elle, en fonction de la taille de l'appartement, parce qu'on est sur des grands appartements. Donc, il y a toute une équipe chez nous qui doit réadapter ces produits existants aux besoins et souvent au délire de clients. Donc ça prend énormément de temps, mais en fait, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit pour faire On essaie de vraiment personnaliser au maximum les choses. Plus facilement dans les boutiques, on peut faire du service de gravure, etc. Mais il n'y a pas que le luxe qui fait de la gravure sur des verres. Alors nous, ils sont des verres en cristal, mais c'est pour ça que je pense qu'on a tous la même panoplie de services. Après, il faut l'adapter à l'histoire de Baccarat. Donc justement, quand tu parlais des différents services, donc évidemment, vous proposez la plupart des services que propose une maison de luxe. Quels sont ceux que vous pouvez proposer en plus, notamment dans votre grande boutique slash musée slash restaurant de la place des États-Unis? Cet écrin, évidemment, vous autorise à proposer en termes de services à vos clients plus de choses. On a la chance d'avoir, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir ce genre de bâtiment et de siège. Alors je ne sais pas si c'est un siège social ou une boutique ou un musée ou un restaurant, mais le bâtiment de la place des États-Unis avec un jardin en plus, là on est en train de l'ouvrir pour que nos clients puissent se balader dans le jardin, prendre un petit café et être dans un endroit unique. En fait, ce lieu, il a... Quand on rentre déjà dans le grand couloir de Baccarat, on profite de toutes ces expériences. Vous pouvez venir effectivement manger avec une terrasse qui donne sur le jardin, aller visiter le musée, et après vous vous promenez dans le sége social. On ne sait pas trop où commence la boutique, où elle se termine. En fait, il y a même un bar, et on joue beaucoup sur l'expérience une fois de plus de ça. La notion de commerce et nos vendeurs sont un peu éparpillés. Ils sont bien sûr là pour vous accueillir, mais tout se fait avec
Voilà, nos équipes sont un peu invisibles, mais surgissent bien évidemment quand il faut. Donc effectivement, cette boutique Place des États-Unis, c'est vraiment complètement ce qu'on appelle un third place, un lieu un peu hybride, avec aucune connotation péjorative pour le mot hybride. Donc justement, ce lieu, à la fois donc, vos bureaux, une boutique, un restaurant, un musée. Ça peut paraître finalement aujourd'hui pas forcément extraordinaire parce qu'on sait qu'il y a plein de maisons de luxe qui sont sur la même type de lieu. En revanche, Baccarat a vraiment été une maison pionnière dans ce type de lieu third place par rapport aux autres maisons. Donc c'est vraiment un point intéressant. Et puis c'est un lieu où la fête a été... il y a eu de grandes fêtes parisiennes et ça va assez bien avec les codes de la maison. La joie, ce sont des mots qu'on emploie assez souvent. Et ce lieu est vraiment unique pour ça. Et voilà, quelqu'un qui peut venir avoir un déjeuner avec amis ou collègues peut rester finalement plus de 2 heures à se promener dans ce lieu qui est magique. Et voilà, on voudrait encore plus accentuer tout ça en fait. Très bien. Est-ce que vous proposez des services équivalents dans d'autres boutiques Baccarat ? Évidemment, il n'y a pas l'espace de musée, de restaurant, mais est-ce que vous proposez les mêmes types de services dans toutes les boutiques Baccarat ou finalement quand même beaucoup plus de services dans cette maison Place des États-Unis ? On utilise Place des États-Unis pour d'autres boutiques et d'autres styles de clients, parce que là, la parole est via l'image. C'est-à-dire qu'on a un grand projet en ce moment avec une cliente américaine qui passe en plus par Lyon, on ne sait pas trop pourquoi au départ, et en fait on organise quelque chose bientôt, Place des États-Unis, pour qu'elle vienne vraiment dans la maison Baccarat. Quelque chose bien évidemment qu'elle ne peut pas retrouver dans un grand magasin, que ce soit à Lyon ou à Paris. Après, nous, on adore rentrer chez les gens, c'est-à-dire qu'on propose assez souvent de faire des personnalisations de dressage de table ou des ateliers de dressage de table chez des clientes qui nous sont fidèles, qui organisent des dîners chez elles avec des amis. On passera la demi-journée à dresser la table avec cette cliente, lui prêter des choses si elle ne peut pas les acheter tout de suite. Je pense à des chandeliers, à des choses un peu plus très Baccarat et très volumineux. On participera à l'accueil des clientes ou des clients, peu importe. Et après, on fera une petite présentation du dressage à la française, ou pourquoi ces verres sont comme ça, pourquoi les autres sont comme ça. Merci. Et après, on se retirera et le dîner... ça, on le fait pas souvent, mais on le fait avec des très belles clientes. Merveilleux. Tu as évolué du monde du prêt-à-porter à celui de l'art de vivre. Quel regard tu portes sur ces différences entre ces secteurs et surtout en termes de service client ? Alors moi, j'ai voulu quitter la mode parce que je voulais avoir un rapport au temps différent. Dans le prêt-à-porter, tout va très très vite, que vous soyez dans une maison de luxe ou pas. C'est assez vite les défilés, c'est assez vite pour ceux qui font des soldes, c'est assez vite les cruises, les capsules. Enfin, il faut réinventer tout très vite. Et donc, d'abord, j'ai commencé par la maison Christophe pendant 5 ans. Et après Baccarat, et je retrouve, j'étais assez attiré par ces maisons pour leur savoir-faire, pour ce qu'elles représentent en France et à l'étranger, pour la notion d'héritage, pour la notion de partage, parce qu'on a tous un petit peu dans nos vies ou quelque chose de Christophe ou de Baccarat, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et puis, point important, le collectif. C'est-à-dire que nous, quand on rentre chez Baccarat, on parle vraiment de collectif d'artisans. Il n'y a pas un monsieur ou une madame Baccarat. C'est vraiment devenu d'un groupe d'artisans, donc en 1764, que Baccarat est né. Et alors que dans la mode, il y a souvent le poids assez lourd d'une personnalité, d'un designer. Moi, j'ai été confronté souvent à avoir un designer plus puissant qu'un président. Et personnellement, ça me dérange. Voilà.
Très bien, donc ces notions de rapport dans le temps, on s'inscrit dans le temps, la notion de projet que tu as évoqué aussi. Transmission. Et effectivement, la transmission, effectivement, je pense qu'on peut, sans vouloir caricaturer, avoir plus facilement une transmission d'un service de table, effectivement, qu'une chemise qu'on aurait pu acheter pour une occasion lambda. C'est très clair. On aime tous les petites histoires qui se passent au sein des maisons. Est-ce que tu aurais à nous partager une anecdote d'un service client d'exception que vous auriez pu apporter à l'un de vos clients? Je vais toujours rebondir sur le projet qu'on a actuellement avec cette cliente américaine qui a donc acheté un appartement à Paris. Alors c'est souvent près du Bon Marché, hein, beaucoup d'Américains habitent rive gauche. Et on lui a livré un très beau lustre aux États-Unis. Alors elle est passée par nos équipes françaises parce qu'elle est très attachée à ce qui soit français vienne de France et directement avec des correspondants français. Et là, pour son appartement parisien, c'est là où il faut réadapter la taille des lustres. Donc on travaille aussi avec un architecte. Donc elle travaille à la fois avec un architecte et nos équipes en direct. Alors nos équipes en direct, pour certaines, ont des formations de décoration et savent répondre, savent de quoi on parle quand il s'agit de parler d'un aménagement d'une pièce ou d'une chambre ou d'un salon. Et ces clientes sont souvent assez demandeuses de visiter la manufacture. Et surtout chez les étrangers, ils veulent s'assurer qu'en fait, le cristal est bien fait en France. Alors déjà, Baccarat, sur la carte, peu de gens savent vraiment où se trouve la ville. Donc c'est près de Nancy. Alors, pour aller à Nancy, après, c'est assez compliqué. Et la manufacture est c'est un bâtiment qui est remarquable, mais qui est vraiment dans son jus. Et donc on essaie d'organiser, parce que pour l'instant on ne peut pas faire visiter pour des raisons évidentes de sécurité l'espace autour des fours, mais on organise vraiment parfois des visites très privées avec les meilleurs ouvriers de France. Et pour voir les différentes étapes, on a eu l'an dernier un client qui a commandé une dizaine de lustres et qui voulait absolument voir comment on soufflait le verre, etc. Donc on a organisé quelque chose et on a un bâtiment qu'on appelle la maison où les cadres de l'époque dormaient là-bas. Et on peut les recevoir. Et ils ont besoin de voir ça. Et alors généralement, quand un client qui vous commande 2-3 lustres vient à la manufacture, on peut espérer que la commande soit doublée assez vite. Ça, c'est... on ne fait pas beaucoup de visites à Baccarat, mais quand on l'organise, on essaie de le faire... alors pas en top luxe, parce qu'ils ont besoin de sentir ce côté quand même un peu artisanal. Et le mélange de nous, Parisiens, avec les artisans de Baccarat se fait très très bien. Ils sont très demandeurs, les artisans de Baccarat sont très demandeurs de voir des clients. Et réciproquement, en fait. Donc un vrai service d'exception, une visite donc possible de la manufacture, une adaptation effectivement de la pièce en commande spéciale par rapport au client. Après, ce sont nos équipes qui, bien sûr, vont installer le lustre, personnaliser s'il faut, au bout d'un an, faire un entretien, etc. Et proposer d'autres options, parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interdit si demain ils veulent que le lustre clair soit rouge. On pourra changer le lustre. Très bien, merci. On va arriver à la dernière question. Donc, soyons un peu visionnaires. Tentons de l'être un peu. Dans un futur proche, comment vois-tu évoluer le service client dans l'industrie du luxe en général et chez Baccarat en particulier? Alors, chez Baccarat, c'est très clair. Après, pour le reste du monde, je ne sais pas. La notion de client, il faut quand même dans un monde idéal, j'aimerais vraiment qu'elle soit un peu dans l'alignement de tous les services. Parce qu'on voit bien que les artisans, quand ils viennent installer qu'on participe aux Journées du patrimoine, quand ils sont à Paris, on voit à quel point ils sont demandeurs de voir des clients et de comprendre le besoin des clients. Et pas tout le temps être dans la technique du savoir-faire parfait. Réciproquement, dans le cadre de la formation, quand on rentre chez Baccarat, de toute façon, on va à Baccarat, on passe du temps avec les artisans et essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Et je pense qu'il faut encore plus l'accentuer et que
le portrait robot demain du nouveau collaborateur doit être passer plus de temps. Moi, je rêve d'organiser une boutique école chez Baccarat avec un processus d'intégration plus long avant d'être vraiment en place dans le point de vente d'affectation finale et de vraiment rentrer dans la carte du monde de tous les services et après créer une espèce de ligne transparente où tout le monde est aligné pour parler de la même chose. On passe encore beaucoup de temps à aller chercher les infos à droite à gauche parce que le client reste la personne la plus importante de l'entreprise et tout le monde n'a pas ça en tête. Donc pour le reste du commerce traditionnel, on parle beaucoup de remettre le client au milieu et c'est tellement évident, mais dans les faits, c'est pas tout le temps ça. Donc en interne, renforcer cette culture customer-centric, toujours plus. Également aussi d'inscrire encore davantage cette maison Baccarat justement avec cette offre de service qui est donc, comme on l'a dit, pionnière et novatrice, développer encore davantage cette maison, place des États-Unis et toute l'offre de service que vous y proposez. Oui, et puis communiquer sur... la semaine prochaine, on organise les 20 ans un dîner assez exceptionnel avec Philippe Stark pour les 20 ans de la collaboration avec lui. Et on va intégrer des clients dans ce dîner, des profils décorateurs, des gens qui sont passionnés par toute l'histoire des acteurs de la déco et de l'architecture. Et on adore mélanger un peu tout ça. Et on veut de plus en plus que ce lieu, nous à Paris, soit pas un musée, on ne veut plus parler de musée. Maintenant, il faut que le passé soit quelque chose de très moderne et porteur de plein de choses. On recrute de plus en plus de jeunes en ce moment à la manufacture. Ça, c'est un très bon indicateur pour la maison et puis tous ces genres de maisons. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non? Alors moi j'ai une première question, parce que depuis tout à l'heure, c'est sûr qu'avec Baccarat, on a des projets exceptionnels qui du coup laissent la place à ce service plus facilement, entre guillemets, même si rien n'est facile. Comment une marque qui serait pas une marque de luxe justement, mais plutôt une marque moyenne gamme, même voire peut-être un petit peu haut de gamme, mais en tout cas pas une marque de luxe, comment elle peut s'inspirer de votre service pour justement amener justement cette qualité et cette personnalisation à leurs clients? Si tant est qu'ils aient envie de le faire. Je ne pense pas que tout soit duplicable, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, certaines maisons, les quelques vraies maisons de luxe, je veux dire, on connaît tous les noms. Après, ceux qui essaient de faire de la... Moi, j'ai un souci entre une attention particulière sur en fait le produit et la communication qui va avec. Il y a beaucoup de personnes et sociétés marques qui ont parlé de luxe avec des produits qui n'étaient pas luxe. Alors c'est quoi le luxe? Enfin, je veux dire, cette question est tellement vaste. Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des gens, c'est la qualité du produit. Alors c'est quoi la qualité du produit? Est-ce que c'est le coton? Qu'est-ce que peut faire dans les maisons dans lesquelles j'étais avant? On était partenaire d'événements automobiles, on communiquait, pareil, on était sur une expérience en dehors du produit en fait. Le produit c'était le lien, la porte avec le lien d'entrée avec le client. Et après on s'aperçoit que assez vite ils veulent, oui ils sont assez réguliers, mais à un moment donné on ne va pas vendre sans cesse la même chose aux clients. Et ça se fait avec autre chose, donc ça peut être des événements automobiles. Là, je sais que beaucoup d'entreprises en ce moment, même de prêt-à-porter, sont à Roland-Garros. Il faut aller à Roland-Garros. Quel est le lien avec la balle jaune et une chemise de tel ou tel voilà, j'ai pas. C'est pour ça que moi je suis vraiment très heureux d'avoir quitté la mode, parce que là il y a tellement de choses à raconter, tellement de richesses, tellement de choses à transmettre. Alors on ne parle pas que de la mode, c'est vrai que je parle de la mode parce que je connais, mais il y a d'autres secteurs où je pense qu'il faut être authentique avec
son produit, son image et ce qu'on veut transmettre. Alors moi, je pensais à des marques vraiment plus accessibles, entre guillemets. Je pense par exemple à des marques comme Teddy Bear, marque de matelas, qui au départ, quand ils sont arrivés, ils ont amené une sorte de service un peu luxe, parce que avant acheter un matelas, c'était une galère. Avec eux, bah, on pouvait avoir son créneau, il pouvait être livré dans les 2 heures, ils arrivaient toujours à l'heure. Il y avait quelqu'un qui déballait le produit, qui le mettait en place, qui récupérait l'autre. Il n'y avait pas de déchets, il n'y avait rien. Enfin, ça a amené ce côté un peu luxueux, ou en tout cas une vraie belle expérience. Justement, comment on peut pousser ça? Est-ce que ça veut dire que ça doit faire partie de l'ADN dès le départ, que ça doit finalement presque être dans le prix? Comment on amène ce service pour qu'il soit waouh, quoi? Si je puis me permettre, effectivement, comme tu citais, Teddy Bear et d'autres DNVB, effectivement, le fait d'avoir une relation avec les clients très très proche, qui à l'origine est quand même un des prérequis du luxe. Justement, d'autres maisons se sont aussi également attaquées au sujet du client. On a une communication très directe, très proche. Ça, c'est vraiment effectivement un type d'action qui peut être facilement développé et qui n'appartient pas qu'au luxe. Il y a après effectivement tous les services de livraison. Maintenant, toutes les maisons, à partir d'un certain montant, on a une livraison gratuite. Donc effectivement, maintenant, il y a une étendue de services que beaucoup de secteurs autres que le luxe peuvent proposer aussi. De toute façon, tout ce qui est livraison, échange, réparation fait partie maintenant un peu de la base du service. Donc les maisons de luxe doivent se réinventer sur autre chose, mais je pense qu'ils ne passent pas forcément par le produit, parce que ces maisons de luxe font toujours des très beaux produits. Qu'est-ce qui fait que il faut aller chez le concurrent? C'est souvent le relationnel humain. On a vraiment des clients qui sont attachés à l'histoire, et ça, c'est pas négociable. Que ce soit fait par des artisans, c'est pas négociable, même si peut-être un concurrent sera beaucoup moins cher et que ça viendra de l'autre bout du monde. Il y a des choses qui sont pas négociables dans le luxe. Et c'est pour ça qu'on a encore on est en train de se réinventer sur pas mal de choses. La marque dont on parlait, enfin le produit dont vous parliez tout à l'heure, pour un lit, ça paraît tellement évident, matelas, d'aller le livrer. Après, est-ce qu'il faut le personnaliser? Oui, en fonction de la pièce, pourquoi pas. Le luxe a un prix de toute façon, et tout le monde n'est pas prêt à mettre un certain prix dans. C'est sûr qu'il y a un ressenti valeur et prix qui est quand même. On est sur des matières en plus qui ont beaucoup augmenté. Enfin, je veux dire, le luxe a beaucoup augmenté ses prix. Pas pour autant se faire de grosses marges. Hein. C'est un sujet. Pourquoi? Parce que les marges dans le luxe sont pas assez importantes. Baccarat n'est pas la plus grosse maison de luxe du monde. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais... Et après les événements de Covid, etc., il y a justement, tout le monde s'est recentré sur pas mal de choses, dont le client, qui était un petit peu oublié à l'époque, avant le Covid, sur certains secteurs d'activité. Et on ne peut pas déroger sur, en tout cas, la qualité du produit et des services, mais il n'y a pas de limite non plus au service. On a eu, il y a quelques jours, dans une boutique, un client qui était tellement bien chez nous. Un jour, le restaurant est fermé, le lundi, qui voulait manger quelque chose. Ça, on s'en occupe. On s'en occupe. Bien sûr, on lui propose des adresses dans Paris. On s'occupe de continuer le fil rouge avec nous, même si c'est en dehors de Baccarat. On ne dit jamais non. Non, ça n'existe pas. Dans le luxe, le non n'existe pas. On trouve toujours une solution, mais justement, ça augmente aussi. Et c'est un exemple que je donnais souvent à des marques que j'ai pu accompagner. C'est justement les hôtels de luxe, les palaces, etc., qui ont cette capacité à ne jamais dire non et à toujours avoir une solution et à même devancer le besoin du client. Je me souviens d'un exemple d'une personne que je connais qui était allée dans un grand palace, qui était venue un jour avec la maison du chocolat. Elle est revenue l'année d'après pour un salon professionnel et elle avait
un petit cadeau, la maison du chocolat dans sa chambre, ce qui est juste extraordinaire. Comment on s'inspire de ça? Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'ADN de la marque d'aller chercher ce genre de choses, de mettre les employés sur justement à consacrer une partie de leur temps sur une expérience, ou est-ce que c'est devenu presque un obligatoire? On aime bien anticiper les choses quand on peut. C'est-à-dire, on a notre flagship est en face du Bristol et on est en lien permanent avec la conciergerie pour, pareil, laisser une attention à une cliente ou un client qui viennent régulièrement, qui sont connus. Ils sont identifiés par l'hôtel comme étant des amateurs de, pourquoi pas, de cristal. Et à ce moment-là, on met une petite attention et on essaie de prendre contact avec ces gens-là. Pour, pareil, même si la boutique est en face, on leur propose toujours à Paris, en tout cas, d'aller à Place des États-Unis, parce que vous ne voyez pas la maison de la même façon. Mais oui, il faut être attentif à tout. Et si on est un room service, pas 24 heures sur 24, mais pratiquement, il faut toujours être... l'écoute aussi est très importante, mais l'écoute profonde. Il faut vraiment être attentif parce qu'il y a des milliards d'informations dans les échanges avec les clients et pas simplement oui, ça va, non, où est-ce que vous partez en vacances, quand est-ce que vous partez en vacances, où sont vos amis, où est votre propriété. Les clients ont confiance parlent assez vite et il faut enregistrer tout ça. Et après, vous le digérez et on renvoie, on recommunique avec le client avec des faits très précis en fait. Le prénom du chien est important. Le prénom du chien est important. Les enfants aussi. Accessoirement. Quand justement tu parlais des relations que vous avez avec les clients, j'imagine que parfois, par exemple, quand il y a des grands projets d'appartements à refaire en entier, parfois vous communiquez pas forcément avec le client, mais avec, pourquoi pas, le personal assistant d'une personne qui a les moyens, qui se dirige vers Baccarat pour réaménager son appartement. Comment vous gérez justement cette relation quand c'est pas le client direct avec qui vous échangez? On n'est pas... effectivement, parfois, il y a des assistants, des architectes, mais qui sont du coup assez techniques, qu'on ne connaisse pas l'identité au final du client. On ne va pas déroger à la qualité de service. Parfois, il est arrivé de ne pas savoir qui était derrière. Mais un projet est un projet. C'est sûr que si on a le client en direct, il y a une confiance qui se fera plus naturellement qu'avec un intermédiaire qui est souvent forcément rémunéré. Et donc il y a une notion qui est plus commerciale. Avec un client, on est dans le délire du projet en fait. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Je connais très mal l'industrie du luxe, donc je ne sais pas si elle sera pertinente. Mais au niveau de la nouvelle génération qui est plus, on va dire, centrée sur l'environnement, le RSE, tout ça, est-ce que les maisons de luxe ont déjà réfléchi, on va dire, au niveau du futur, à tendre vers ce type de service ou mettre en avant ce type de service dans leurs prestations? Je ne sais pas comment joindre ça, mais voilà. Alors la démarche RSE, c'est pas forcément un service. C'est faire du bien à la planète. Alors écoutez, avant de rentrer chez Baccarat, j'ai fait une formation RSE. Donc le premier jour, on m'a collé un bilan carbone sur l'Europe en 2019. Enfin, j'étais pas là, mais ça... Oui, bien sûr, on a anticipé pas mal de sujets. Bien évidemment, surtout à la manufacture, parce que la manufacture n'est pas très, très verte. Donc on a un planning sur plusieurs années de réduire la consommation d'eau, de plein de choses techniques et secrètes que je ne peux pas dévoiler. Mais bien évidemment, le packaging, minimiser les transports, oui, évidemment. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent en ce moment à la manufacture. Et alors c'est drôle parce que ils sont pas tous verts en fait. Ils sont vraiment pas tous c'est bien d'en parler, mais faire des choses là, il y a déjà il y a un gros sujet quand même. Il y a un gros sujet d'entraîner tout le monde, dans l'action surtout. La réflexion, les gens sont là, mais l'action, on en perd un petit peu.
il y a la notion de service dans le luxe qui peut paraître justement opposée à celle justement de démarche RSE, parce que forcément pour faire luxe un packaging souvent plus on met de couches de papier et plus ça fait luxe, mais moins c'est vert. Donc effectivement c'est aussi une manière comment les entreprises font pour faire un packaging et un service luxe en étant moins consommatrices de... C'est beaucoup de coûts d'études. Là, dans la future collection Stark que nous allons sortir, que nous allons dévoiler, il y a un packaging qui est complètement recyclable, en fait. Donc, on essaie le plus possible de le faire. Maintenant, le calendrier va être un peu long. Et vos livraisons sont faites aussi avec des véhicules électriques ou pas encore? Non. Pas toujours. On a encore un corail, hein, d'ailleurs, entre Baccarat et Nancy, je crois. Non, mais on essaie de... les délais sont plus longs. Et puis, quand on livre plusieurs lustres, de toute façon, l'avion est un sujet parce que c'est fragile, mais on a des grosses caisses en bois, ça, on le recycle, puis on les garde, ou le client les garde. Mais non, c'est pas très simple. On ne livre pas des choses légères, ça c'est sûr. On n'ira pas en drone livrer ou à vélo. Et dernière petite question, quelle est la place du digital du coup dans ce rapport au service dans le luxe? Comment justement on arrive à amener toujours ce luxe dans le service sur le digital? Alors déjà, vous pensez bien que le cœur de notre collection et de nos ventes, qui sont beaucoup les lustres sur Internet, c'est pas possible. Donc là, on va avoir un nouveau site marchand. On est à peu près sur 10% du chiffre qui est fait, un peu moins de 10% qui est fait sur le web. Ce qui est pareil. Ça, c'est surtout la décoration, c'est surtout le tableware, c'est surtout donc les petits objets. Et on va avec du storytelling, des images, des films sur le site internet, on va faire la promotion de tout ce savoir-faire. C'est la seule façon, après le service, c'est d'essayer de livrer le plus rapidement possible. Mais ça ne peut être que sur des produits qui sont dans le catalogue. Un lustre ne se livre pas rapidement. Déjà, on n'a pas un stock avec une machine qui vient chercher un lustre. On peut être sur plusieurs mois de fabrication d'un lustre ou d'une pièce qu'on appelle, on a une collection haute couture, qui est comme de la haute couture de défilé, de prêt-à-porter. C'est des petites mains ça prend des semaines et des semaines pour faire un produit, et ça sont les objets qu'on ne vend quasiment pas sur Internet. On peut les voir, mais ça c'est l'expérience boutique et qui raconte, qui fait le lien avec le produit et le service. Internet reste notre premier média aussi, comme les vitrines, c'est la visibilité, on fait du repérage, on voit ça, et après on va voir en boutique. Mais j'imagine que malgré tout, un client qui achèterait chez vous sur Internet, il ne va pas recevoir le même service que s'il achetait sur Amazon ou quoi que ce soit. Donc comment vous amenez justement je ne sais pas livrer du Baccarat en quelques heures. Oui, c'est sûr, mais... Alors en revanche, une cliente qui vient le matin acheter quelque chose, et bien sûr, on lui propose de lui livrer chez elle à l'heure. Si elle nous dit 22h, on trouvera une solution pour livrer à 22h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, eh ben, ils sont timides. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.